l'élection présidentielle. Alors, certains diraient, pour une part, ils auraient raison, ce qu'elle est devenue. Parce qu'elle a évolué quand même au fil des années. Elle n'est pas tout à fait ce qu'elle était en 1962. Entre autres parce que les gens, paraît-il, de gauche ont trouvé intelligent d'instaurer le candidat et l'inversion du calendrier. Le quinquennat. Le quinquennat. Oui, c'est vrai. Quinquennat. Oui, le quinquennat et l'inversion du calendrier, ce qui fait que le Parlement ne sert plus à rien. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Il n'empêche que dans l'esprit, il y a quand même une constante depuis donc 1962, c'est-à-dire la première élection du président de la République au suffrage universel. Cette constante, c'est que quelque part le peuple français en l'occurrence, résulte de la présidentielle. C'est la présidentielle qui structure la volonté populaire, qui met quelqu'un au pouvoir, qui a une relation directe avec son peuple. C'est ça l'esprit de la Constitution de la Ve République, telle qu'elle a été faite en 1958, puis amendée en 1968. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si je résume, je sais bien que c'est un peu rapide, mais c'est un peu ça, le peuple résulte du président de la République. C'est un produit du président. Nous pensons, et je vais expliquer pourquoi, nous pensons depuis que nous avons fondé l'association pour une constituante, donc en 2007, à la fin 2007, nous pensons que ce devrait être exactement l'inverse. C'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple et que c'est à lui de se reconstituer pour définir ce que doit être la vie publique. C'est pour cela que nous avons souvent dit la question fondamentale, c'est de reconstituer le peuple. Et en aucun cas, mais ça je sais que ça va faire débat bien entendu, en aucun cas cette reconstitution ne peut émerger de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, elle donne un président tout puissant, et puis pour le reste, au mieux, le peuple a le droit de supprimer un candidat lors de l'élection. Alors, d'abord, la souveraineté populaire. Officiellement, la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Officiellement. C'est même la définition de la démocratie. L'article 3 de la Constitution française dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Et l'article, Anne-Cécile, qui connaît mieux que moi la Déclaration universelle des droits de l'homme, me dira si je me trompe de numéro, je crois que c'est l'article 21. 21. C'est le nom que nous sommes maintenant. La volonté du peuple est le fondement des pouvoirs publics. De l'autorité. Voilà. C'est bien, je savais que tu la connaissais mieux que moi. Voilà. L'autorité du pouvoir public. Donc il y a bien l'idée de peuple et de souveraineté. Ce peuple préexiste à toute autre chose. Il ne peut pas dépendre d'une autre élection qui ensuite lui donnerait sa réalité. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé depuis 2005, enfin, il y avait déjà avant un certain nombre de choses. Hein. Moi qui l'ai vécu, je dois dire que 83 m'a posé de problème. Un président est élu sur un programme, et puis, ma foi, 2 ans ou 3 ans après, il dit non, ce programme n'est pas adapté, j'en fais un autre. On pourrait penser, dans une logique démocratique, que dans un cas pareil, il doit revenir devant les électeurs. Ils l'ont élu sur le programme, il fait le contraire. Bon, la moindre des choses serait demander l'autorisation. Sans vouloir vexer personne, est-ce que les jeunes ont compris l'allusion à 1983 ? Oui. Mitterrand. Ce qu'on a appelé la parenthèse libérale. Parenthèse qui n'est pas le virage à droite. Oui.
Enfin, on peut lui donner des dénominations diverses. Bien. Alors, depuis lors, ça a été, comment dirais-je, beaucoup plus marqué. L'exemple type, celui dont on parle tout le temps, c'est 2005. 2005, il y a un référendum sur le traité constitutionnel européen. Pour avoir participé à ce débat, je suis pour ma part convaincu, et je pense que ceux qui l'ont vécu nous diront qu'ils ont vécu la même chose. Les électeurs du non, enfin les votants pour le non plutôt, avaient lu le texte et savaient pourquoi ils votaient non. J'ai eu le sentiment parfois que certains pour le oui l'avaient moins lu. Bon, je ne dis pas que jamais ils ne l'avaient lu, ni que tous les électeurs du non l'avaient lu. Il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Mais il me semble qu'il y avait une mobilisation plus consciente d'un côté que de l'autre. Voilà. Tout ça pour dire que ce vote était un vote raisonné, conscient, volontaire, et que on ne peut donc pas dire qu'il y avait des raisons pour le mépriser. C'était une volonté populaire. En plus, 75% de votants, sauf erreur de ma part, avec un résultat à 57% pour le non. Bon, le vote est imparable, si je puis dire. On se prend à rêver qu'il en soit autant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'arrive un président qui s'appelle Nicolas Sarkozy, et qui donc, comme je le disais au départ, reconstitue le peuple, au sens où je le reconstitue en disant qu'il a dit oui. C'est exactement ça, la présidentielle. Et donc, il convoque, après avoir raconté des bobards pendant l'élection, il ferait un mini-traité de 400 articles. Trop compliqué. C'est quand même original. 430. Bon. Bref, il convoque un congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée à Versailles, qui votent ce texte avec quelques modifications, pas obligatoirement toutes mineures, en particulier la disparition du mot constitution, mais pour le reste, c'est à peu près le même texte. Ça s'appelle mépriser le peuple. Mais quelque part, ça veut dire je, président, reconstitue le peuple pour dire ce qu'il veut penser. Il y a bien une inversion des souverainetés. La souveraineté en la matière, on n'appartient plus au peuple, elle appartient au président de la République. À ce moment-là, un certain nombre d'entre nous, enfin en particulier deux ici, nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça. Mais nous nous sommes posé cette question non seulement lorsque Sarkozy a bafoué le vote populaire, mais nous nous la sommes posée avant. Pourquoi? Parce que, à l'issue du vote des Français, donc en 2005, il y avait vraisemblablement à rechercher une attitude pour donner un sens historique à ce vote. Et pas seulement le vote sur un texte, ce qui était déjà assez fondamental, mais un sens historique, savoir où sont les acteurs, comment les définir et comment vivre ensemble la démocratie. Or, au lieu de se poser cette question-là, nous avons eu un certain nombre de personnes, je ne citerai aucun nom, après si ça vous amuse, vous en citerez vous-même, dire il faut créer un candidat du non de gauche. Un candidat du non de gauche. C'est-à-dire rentrer tout de suite dans la présidentielle, celle qui a mené Sarkozy au pouvoir. Premièrement, il n'y avait pas de non de gauche. Il y avait un non du peuple français. Il y avait des gens de gauche, des gens de droite. Si on enlevait ceux de droite, je ne suis pas sûr qu'on était encore majoritaire. Enfin bon, il y avait un nom. C'était un nom d'un peuple. Il était donc, il y avait la même chose à droite, un candidat des noms de droite, bien sûr. Bon, Philippe Séguin, etc. Mais je crois que cette question-là existait profondément au sens où on n'a pas voulu voir que c'était manifester un corps politique
global qui s'appelle le peuple français. Et parce qu'on n'a pas voulu chercher la manière de le maintenir, alors on aurait pu dire on fait des grandes manifs pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, 92% des députés étaient pour Louis. Donc, 96 députés sénateurs. voilà. 96%. Bon, c'est encore pire que je dis. Donc on pouvait demander la démission et réélection. On pouvait demander la démission du président de la République qui était pour Louis, comme De Gaulle en 69. Enfin, bon. Et comme apparemment personne n'avait envie de faire ça, on s'est dit, il y a peut-être une chose à faire, c'est de trouver l'instrument qui reconstitue le peuple dans les institutions, pour les institutions. Et c'est là qu'on s'est dit, ça s'appelle historiquement une constituante. Et donc, élire une constituante au suffrage universel. Alors après, nous parlerons, si vous voulez, de la manière de le faire, hein, les modalités. Bon, il y en a eu 6 dans l'histoire de France, ça ne fera jamais que la 7e, c'est pas le drame du siècle. C'est pas une chose tellement originale que ça doit faire pousser des boutons à ceux qui veulent, à ceux qui ne comprennent pas tout à fait de ce dont il s'agit. Alors, voilà sur quelle base nous avons créé cette association. Et voilà sur quelle base nous pensons qu'il faut arrêter, qu'on soit que ça, on puisse être d'accord et pas d'accord, et que ça va partir du débat, mais qu'il faut arrêter d'être fasciné par cette présidentielle qui, de toute façon, n'a qu'un objet, c'est de nous empêcher d'être souverains. Et donc, notre slogan, à la prochaine, sera tout simplement, et il y aura des bulletins de vote pour ça, remplacer l'élection présidentielle par l'élection des constituantes. On peut mettre un bulletin comme ça dans l'urne. Remplacer, nous préférons l'élection des constituantes. Voilà. Bon. Qu'on soit que ça, c'est un débat. Là-dessus, bien entendu, se pose la question, lorsqu'on parle de souveraineté populaire, de la définition du peuple. Il y a eu, depuis un certain nombre d'années, tout un travail idéologique de sape de l'idée même de peuple. Le peuple, c'est vilain, c'est pas beau, c'est idiot, il ne comprend rien. Heureusement qu'il y a des gens intelligents qui pensent à sa place. Éventuellement, on leur donne le droit de choisir entre Le Pen et Macron, et comme de toute façon, on sait que ce ne sera pas Le Pen, c'est pas vraiment le choix. Voilà. En gros, c'est ça. Or, le peuple, c'est pas plus idiot que n'importe qui. Hein, je connais des super technocrates qui sont de parfaits crétins, et je connais des gens qu'on appellerait du bas peuple. Je rate cette expression, mais je la prends exprès, qui sont parfaitement intelligents. Donc, ça, c'est des critères stupides. Il y a un besoin dans l'esprit de tout un chacun de rétablir la force du mot peuple. Le peuple, c'est un ensemble de citoyens, un corps constitué politique, c'est-à-dire qui a un rôle politique pour faire vivre la cité. Voilà. Les citoyens sont membres de ce corps. Alors il y a eu tout ce travail de déconsidération. Tout à l'heure, je pense qu'il y aura des questions, je vous dirai quelques citations particulièrement intéressantes. Et parallèlement, il y a eu tout un travail de déconsidération du suffrage universel. Le suffrage universel, c'est pas possible, les questions sont trop compliquées. J'ai toujours souvenir de Balladur lors de 2005 pour le traité constitutionnel, disant c'est pas une bonne idée de faire un référendum parce que je suis pas sûr qu'on aurait la bonne réponse. C'est à peu près ça. Bon, il y a une bonne réponse, puis il y a des crétins. Bon, en gros, voilà. C'est à peu près comme ça que se répartit la population. Et bon, je pourrais multiplier les exemples, mais enfin, j'ai fait un certain nombre, depuis des années, de conférences sur la notion de peuple, etc. En général, ça m'étonnerait que ce soit le cas ici, mais souvent, lorsqu'il y a un public, disons, un peu moins instruit, un peu moins intelligent, où il y a quand même quelqu'un qui me dit, mais enfin, si vous pensez au peuple, il sera pour la peine de mort. Bon. Ça, c'est l'exemple type, ça sort tous les temps.
Par parenthèse, je suis un des députés qui a voté l'abolition, j'en suis particulièrement fier, et donc je n'ai pas de problème en la matière. Je dis simplement que dans la circonscription de Manosque, Forcalquier, etc., je n'ai pas eu de manifestation particulière contre l'abolition. Oui, tout au plus, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu es sûr, il faut qu'on en parle, c'est normal d'ailleurs. Bon. Mais je ne sais pas ce qu'aurait donné un référendum sur cette question. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs si ça n'aurait pas été mieux, parce que maintenant, dans l'esprit des gens, ça a été imposé contre la volonté populaire. Peut-être été mieux que le débat soit réel et qu'on tranche. Et je ne suis pas sûr qu'il aurait été ce qu'on nous raconte. Voilà. Mais en toute hypothèse, cette défiance a priori contre les citoyens, je trouve ça, bon, je vous citerai tout à l'heure, comme je disais, Dominique Rousseau, qui paraît-il, est monté au pinacle expliquant « Je suis contre les référendums parce que le peuple serait contre les homosexuels et pour la peine de mort. » Où est-ce qu'il a vu ça? Qui lui a dit? On a posé la question? Bon. Donc, du coup, cette remise en cause du suffrage universel, parce que paraît-il, ça donne toujours des résultats abominables, aboutit à cette idée extraordinaire, il faut du tirage au sort. Ça, c'est la dernière idée à la mode. On tire au sort, et alors, on tire au sort les élus. Soit dit en passant, il y a une contradiction, s'ils sont tirés au sort, ils ne sont pas élus, sauf par Dieu. Donc les représentants devraient être tirés au sort. Et ça, c'est assez habile, parce qu'on crée, alors la Convention climat est l'exemple extraordinaire, on crée une convention avec des gens tirés au sort. Bon, ceux qui sont d'ailleurs contre le climat ont dit, bon, on n'a pas envie de venir, donc elle était un peu biaisée, la convention en question. Et puis on met 4 ou 5 experts qui leur expliquent ce qu'il faut penser. À la sortie, on dit que c'est merveilleux, ils pensent ce qu'on pensait qu'ils allaient penser. Ah oui, oui, jusque-là, c'est pas franchement de la démocratie. Voilà. Alors, nous sommes bien conscients que reconstituer le peuple sur une base pareille, ça a déjà existé dans l'histoire. Bon, on peut parler à perte de vue de la Troisième République, loin de moi l'idée de dire que c'était la merveille des merveilles, enfin par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, c'était quand même un peu plus intéressant. Il y avait au moins un débat, et ce débat menait à un contrat social. Il n'y a pas de contrat social en ce moment, il y a une dictature d'une vision libérale et capitaliste de la mondialisation. En plus, une Union européenne qui fait qu'on a le droit de débattre de rien, donc ça simplifie les choses. Donc, oui, c'est difficile de reconstituer, mais comme dit, je crois, dans Le Seigneur des Anneaux, Sam Sagas, c'est toujours le boulot qu'on ne commence jamais, qu'on met le plus de temps à terminer. Alors, il faudrait le commencer. Voilà. Alors, nous pensons que c'est faisable, y compris pendant la présidentielle, justement sur le thème, parlons de la Constituante. Au lieu d'aller chercher encore le remède miracle, Xavier Bertrand ou je ne sais trop qui va continuer comme avant, la même chose. On est toujours dans la même situation. Il y a un moment, il faudra en sortir. Donc, nous pensons qu'il faut créer des cercles, que ces cercles, il vaut mieux qu'ils soient au niveau des communes, parce que c'est là que, d'abord, c'est une tradition française. La démocratie a toujours été à partir des communes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un pouvoir central. Ça, après, c'est l'ensemble qui se relie pour créer la cohésion nationale. Mais que ce pouvoir doit être recréé à partir des communes, donc par des débats entre les citoyens qui éliront des délégués vraisemblablement révocables s'ils ne tiennent pas compte de ce qu'on leur a dit. Ça, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et petit à petit, fasse émerger cette volonté collective qu'on appelle habituellement soit la volonté commune, soit l'intérêt général. Là, ça dépend des écoles. Voilà. Voilà ce dont nous parlons. Je crois que c'est une question tout à fait d'actualité, que d'autant plus elle est d'actualité qu'il y a justement la présidentielle, dont je ne pense pas qu'on attende des miracles a priori. Voilà, pour l'instant. Bon, bah, t'as fini. Oui, d'accord. Alors, je ne vais pas parler très longtemps, parce qu'André a fait un exposé assez, déjà assez complet, avec beaucoup de questions. J'imagine que vous avez beaucoup
réflexions et contrepoints à apporter. Donc je vais juste ajouter quelques éléments d'analyse qui me semblent n'ont pas été énoncés par André. La première chose qui me frappe et que je voudrais partager avec vous, c'est concernant les classes dirigeantes, c'est à la fois leur très grande homogénéité idéologique et leur très grande faillite. C'est-à-dire homogénéité idéologique, la construction européenne est une évidence, les solutions libérales sont les meilleures, faire partie de l'ensemble atlantique avec les États-Unis, c'est très bien. Et quand on regarde les candidats qui se dessinent à l'élection présidentielle, dans le périmètre de ceux qui peuvent être élus, il y a quand même, on retrouve toutes ces idées avec des variantes. Même Marine Le Pen, qui était supposée être en dehors du jeu, s'est ralliée à l'euro, comme si elle se préparait déjà à entrer dans le cercle fermé des classes dirigeantes. Donc on retrouve une très grande homogénéité idéologique sous la forme qui est très idéologique pour le coup de l'évidence. Et il est bien évident, l'Europe l'Europe est notre avenir, c'est comme ça, ça ne se discute pas. Oui, on ne peut pas faire sans les Américains, hein, ça ne se discute pas. Et ça, c'est caractéristique, c'était déjà expliqué par Karl Marx, hein, la caractéristique de l'idéologie, c'est de se méconnaître comme idéologie et de faire croire quelle est la réalité. Donc, soyons réalistes, etc. C'est le discours de l'idéologie typique. Une très grande homogénéité et faillite qui ne se dit pas, qui ne se voit pas. On l'a vu avec cette sombre affaire des masques de la pandémie de Covid. C'est une faillite monstrueuse. La France est quand même encore une grande puissance. Hein. Et on a démarré la pandémie sans masque. Ça fait plus d'1 an, on n'a toujours pas de vaccin. Nos hôpitaux sont dans le même état maintenant qu'au début. Pire. On n'a plus d'industrie. Les Italiens, les Espagnols, tout le monde est devant nous. Donc il y a une faillite monstrueuse du système. Les services publics sont à genoux. L'agriculture souffre. Et ben, voilà, faillite. Mais on est dans un système politique et institutionnel qui fait que on peut continuer comme ça encore longtemps. C'est-à-dire avec des gens qui ne veulent pas changer de discours. La candidature de... tant pis, je balance des noms, on pourra revenir. La candidature de Xavier Bertrand est pour moi emblématique de la mutation du monstre. C'est-à-dire c'est le truc qui ne marche pas, ça fait des années, depuis 83 on fait ça. Alors il y a des variantes, il y a des mutations, on a eu Sarkozy, Hollande, Macron nous a dit je change de méthode, tac, ça marche pas, ça ne marche toujours pas, tac, il nous en ressort un autre, qui, avec des discours, il était lourd, Xavier Bertrand, je suis le candidat des classes populaires, j'habitais à un HLM, j'ai vu mon père travailler toute sa vie, je sais ce que c'est que l'effort. Il m'a fait pleurer. N'importe quoi, ouais. Donc ça, c'est le premier constat qui devrait déjà nous insister à se dire qu'il y a un problème systémique. Quand le système tourne en rond, comme ça, avec des résultats aussi catastrophiques, et que rien ne change, ça milite pour une solution de changement de système. Donc là, j'abonde évidemment dans le sens constituante, etc. Bon. Deuxième chose importante qu'André a commencé à esquisser, la classe dirigeante, non contente de se tromper, considère que si on s'oppose à elle, c'est que c'est nous qui n'avons rien compris. Hein, André parlait du peuple qui vote mal, hein, qui ne comprend rien. Donc c'est un peu comme dans la pièce, là, il faut dissoudre le peuple. Alors là, ils ne disent pas dissoudre le peuple parce que ça se verrait trop. Mais ils ont... Alors, il y a le tirage au sort, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a la tentation pratiquement dite maintenant. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils le disent comme ça. De passer à autre chose que la démocratie. C'est-à-dire, ils n'osent pas le dire comme ça. Alors, ils appellent ça la gouvernance. Ça veut dire ça, la gouvernance. Hein. Et on a un exemple typique avec les régionales. La République En Marche est sortie lessivée avec 7%.
une abstention qui est déjà un désaveu, eh bien le président de la République estime qu'il a un mandat pour modifier l'âge de la retraite. Alors ça veut dire mépris du peuple, comme André l'a dit, mais ça veut aussi dire, et c'est pour ça que je dis c'est un changement de modèle, que l'élection, le suffrage universel, n'est plus que l'un des modes de désignation des dirigeants. Ce n'est plus, aux yeux des gens qui nous gouvernent, ce n'est plus qu'une des manières de désigner ceux qui gouvernent. Pour l'autorité, la légitimité des dirigeants aujourd'hui, ça vient un peu du suffrage universel, mais un peu. Alors normalement en démocratie c'est ça ou rien, mais ça vient aussi de l'Europe, des marchés, des sondages, des experts, et au milieu, ben voilà, il y a le peuple, mais si le peuple n'est pas d'accord, c'est pas grave, si les experts le sont, c'est bon, si l'Europe check, ça va, voilà. Donc on est en train de changer de modèle. Et ça s'appelle la gouvernance. Et dans la gouvernance, alors ils ont appelé ça avec des jolis mots, on fait des interfaces avec la société civile. C'est super, ça, interface avec la société civile. On fait des consultations citoyennes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les dirigeants organisent des sondages, des panels, ils reçoivent des gens, ils adorent les panels, et puis après, ben, ils font ce qu'ils veulent du résultat. Le typique de ça, les consultations de la Commission européenne. Elle fait beaucoup de consultations. Et comme par hasard, à chaque fois, les consultations donnent le bon résultat, celui qu'elle veut. L'exemple typique, c'est sur le grand marché transatlantique. Vous vous souvenez, là, ce grand accord de libre-échange. La Commission européenne a organisé une consultation, tout le monde y est allé, y compris mes copains d'attaque. Mais ils ont oublié un petit détail, ce n'est qu'une consultation, donc ce n'est pas décisoire. Et au bout du compte, c'est la Commission européenne qui fait la synthèse de toutes les réponses qu'elle a obtenues. Et donc elle fait une synthèse, évidemment, tout à fait impartiale, qui aboutit à la conclusion, regardez sur le grand marché transatlantique que, en fait, tous les Européens sont faux. Ce qui, évidemment, est faux. Donc on est face à une attaque idéologique d'une très grande ampleur contre la démocratie, qui s'appuie sur le dénigrement du peuple, comme a dit André, le dénigrement du suffrage universel, et puis, voilà, la mise en avant d'un nouveau modèle, au sein duquel le peuple est un lobby parmi d'autres, et que le meilleur gagne. Alors quand vous êtes une association comme les Amis du Grand Diplôme face au lobby des Républicains, des lobbies de l'agroalimentaire, vous parlez que la compétition est égale. Là, c'est ça qui se prépare. Donc, il faut avoir conscience de l'ampleur de la menace, et je crains, pour ça j'apprécie qu'André ait parlé des tirages au sort, qu'il y ait une partie du camp progressiste qui ne voit pas la menace et qui se laisse en particulier séduire par ces consultations citoyennes de la société civile. Alors personne ne sait ce que c'est, la société civile, entre parenthèses. Dans le dernier traité européen, la définition de la société civile, elle fait 6 pages. Donc quand le gouvernement vous dit je consulte la société civile, il faut regarder ce que c'est. Dedans vous avez des associations, des syndicats, des lobbies, les amis d'Éric Zemmour, l'église de Scientologie, et tout ça c'est la société civile. Nous spontanément on pense association, on se dit ok, syndicat, pas du tout. Il n'y a pas de définition officielle de la société civile, et donc c'est un piège énorme qui nous est présenté comme une solution, puisque la démocratie, ça allait bien du temps des Grecs. Il y a des gens qui écrivent ça, Pierre Rosanvallon, tout ça, là. Des gens, donc des penseurs qui sont supposés être un peu de gauche, qui nous théorisent. Rosanvallon, il a fait une série de bouquins sur le peuple, où il nous explique qu'en fait, ça n'existe pas, le peuple. Donc s'il n'y a pas de peuple, pas de démocratie. Et il théorise le gouvernement des experts, avec de temps en temps des bidules tirés au sort. Donc voilà, il y a un appareillage. Voilà. Alors deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est que nous, André a commencé à le dire, nous on est arrivé à l'idée qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur du système. C'est pour ça qu'on ne croit pas, déjà, on formule une critique de fond à l'élection présidentielle, mais en conjoncture, même on considère que c'est bon. Ça fait des années qu'on essaye. Bon, François Mitterrand, moi je ne votais pas en 81, certains d'entre nous votaient déjà.
nous a fait le coup « Je veux le pouvoir pour vous le rendre ». C'est un slogan qui renaît à toutes les présidentielles, avec des gens qui veulent prendre le pouvoir pour nous rendre, puis qui ne nous le rendent jamais. Donc il me semble, voilà, mais on va en discuter, hein, qu'on a un peu fait le tour des tentatives à l'intérieur du système. Il faut refuser de jouer. Sinon, on est condamné soit à la candidature de témoignage, en essayant d'être le plus haut possible, soit au ralliement honteux au deuxième tour. Il y a eu des exemples quand même peu reluisants aux élections régionales, avec des alliances contre nature. Dans le cadre du système, malheureusement, nous on pense qu'il n'y a pas tellement d'autres aboutissements possibles que la candidature de témoignage et ou le ralliement honteux au deuxième tour, avec des gens qu'on a traînés dans la boue au premier tour. Donc après c'est un peu compliqué pour les électeurs, qui à notre sens sont en demande de clarification. Les gens trouvent que la situation est confuse, et c'est vrai qu'elle l'est, et que l'un des devoirs qu'on peut avoir, nous, en tant qu'association, militants associatifs, c'est de clarifier, hein, et de mettre des points de repère. Et je ne vais pas redire ce que André a dit sur le peuple. Il me semble que dans la crise démocratique de grande ampleur que nous vivons, le peuple français se comporte plutôt pas mal. Que veux-je dire par là? Là, c'est la séquence Restore Hope. C'est la séquence Espoir. Mais je pense ce que je dis profondément. Si le peuple était tel que le dépeignent les penseurs à gages, les grands journaux dominants et les experts à la Rosan-Vallon et Dominique Rousseau, on aurait déjà élu le Front National depuis longtemps. Si on était aussi con, bête, raciste, pour la peine de mort qu'on nous le dit, ça serait déjà fait depuis au moins 20 ans. Donc, j'interprète les résultats électoraux comme une résistance du peuple français qui n'est pas content du système. Alors, le 21 avril 2002, il a mis Jean-Marie au deuxième tour, Jean-Marie Le Pen. Après, il s'est dit, oh là, donc il a voté Chirac. Ce qui veut dire, bon, je manifeste que je suis mécontent, mais je ne suis pas quand même suffisamment fâché et aveugle pour aller au bout de l'horreur. Mais c'était un signal qui n'a pas été entendu par la classe dirigeante, qui a reconduit le système, la même logique après. André a parlé du 29 mai 2005, pareil, les Français votent non à 55%, 3 candidats à la présidentielle sur 4 sont partisans du oui. Donc le système persiste. Une espèce d'obstination comme ça.